Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Forum du Parti de la France. Tout d'abord, je m'excuse si mon son est de moins bonne qualité. J'ai effectué des enregistrements pour le Parti de la France le week-end dernier et j'ai emmené tous mes micros, bien entendu, pour être sûr que l'enregistrement se passe bien. Donc une nouvelle vidéo dimanche à 15 h avec l'ami Alexandre Simoneau qui nous parlera des actualités. Cependant, j'ai oublié de restituer un de mes microphones à ma maison, donc par conséquent, mon micro est moins bon que d'habitude. Mais ce n'est pas important car je fais en sorte que le son soit quand même de qualité, ainsi que les invités. Je fais en sorte aussi que les invités soient de qualité. Donc ce soir, je me suis permis d'inviter tout d'abord Eli Hatem. Eli Hatem, j'aimerais vous présenter, mais vous allez le faire bien mieux que moi. Eli Hatem, est-ce que vous pouvez nous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas tous? Bonsoir à vous, Alexandre. Je me présente. Tout d'abord, je suis un ami d'Alexandre, mais aussi de Maxime. Et puis, j'ai vu naître le Parti de la France, un parti qui est issu du Front National. Et comme vous le savez, j'ai comme mentor Jean-Marie Le Pen. Et c'est lui qui m'a appris à m'exprimer en public. Simplement, je suis avocat au barreau de Paris et à la Cour pénale internationale. Et j'ai eu également comme mentor l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali. Et bien sûr, j'ai enseigné dans les universités le droit international public et les relations internationales. Absolument, et c'est un plaisir pour moi de vous recevoir, Ellie. Effectivement, vous êtes mon ami, comme vous l'avez dit, et vous êtes également, comment je pourrais dire, une personne qui a des valeurs très proches et très similaires aux miennes, et donc c'est toujours un plaisir de tourner avec vous. Secondement, nous avons Maxime Morlon. Maxime Morlon qui, attention le micro Maxime, donc, pardon. Maxime Morlon, qui est membre du bureau politique du Parti de la France et responsable du Parti de la France dans les Vosges. Bonsoir Maxime, comment allez-vous? N'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton bleu pour vous exprimer. Ouais, bonsoir Alex, et puis bonsoir à tous nos auditeurs. Moi, je compte même plus les émissions que je fais avec toi, hein. Une nouvelle fois, puis là, en plus, c'est un honneur ce soir de faire cette émission avec mon ami Eli Hatem, hein, avec qui j'ai des discussions géopolitiques, on va dire, très passionnantes, hein. Des fois, on parle d'ailleurs à des heures improbables, d'ailleurs, parce que bon, c'est vrai que Eli voyage beaucoup, donc des fois que le décalage horaire, ça n'a pas trop le choix. Donc ce soir, justement, on va essayer justement de mettre ça en application pour nos auditeurs et nos sympathisants. Absolument. Émission qui est très attendue aujourd'hui, bien évidemment, parce que le conflit d'Israël-Palestine, on nous en parle, j'ai envie de dire, intensément depuis le 7 octobre, depuis ce que vous savez, les attaques qu'il y a eu, et le Parti de la France, un petit peu d'ailleurs avec le parallèle qu'on pourrait faire sur le conflit russo-ukrainien, le Parti de la France a décidé de ne pas prendre parti, de rester dans la neutralité, de ne pas diviser le camp national pour des conflits où finalement la France a tout à y perdre en prenant part, surtout nous nationalistes. On a atteint un point critique avec cette histoire de l'Iran, bien évidemment, parce qu'on est toujours dans ce contexte d'Israël. Alors Maxime, je vous pose la question à vous en premier. Maxime, pourquoi est-ce que le Parti de la France, premièrement, décide de ne pas... Attention Maxime, activez votre micro uniquement quand vous parlez, parce qu'il y a des bruits très désagréables. Donc Maxime, oui, effectivement, pourquoi le Parti de la France décide de ne pas prendre parti, comme le fait par exemple Reconquête dans une hystérie totale, dans une hystérie, comment je dirais, une ferveur même très très malaisante. On dirait qu'Éric Zemmour travaille pour Israël à ce niveau-là. Et surtout, pourquoi l'Iran est vu de manière aussi caricaturale, comme si l'Iran n'avait pas reçu une attaque d'Israël tout d'abord. Je vous laisse la parole. Bon, bah écoute, donc la position neutre du Parti de la France, c'est très simple. On n'a aucun intérêt à prendre plus parti pour l'un que pour l'autre. En plus de ça, c'est un conflit quand même qui se déroule, enfin, des tensions, on va dire plutôt, qui se déroulent à 4 heures d'avion de la France, même plus pour l'Iran. Et puis ce conflit, en fait, il existe depuis la création d'Israël, hein. Tout avec pas mal de pays aux alentours d'Israël qui lui sont hostiles. Aussi les volontés expansionnistes d'Israël qui ont attisé toutes ces tensions dans la région, avec plusieurs apogées de ces tensions, notamment, hein, entre la guerre du Kippour, la guerre des 6 jours, les guerres qu'il y a eu avec le Liban en 2000 et en 2006, notamment,
voilà, les différentes intifadas et toutes ces choses-là. Donc, on ne va pas revenir sur tout ce qui a pu se passer là-bas, parce que bon, c'est vrai que depuis 1945, l'histoire est très riche sur ce qui a pu se dérouler dans cette région. Donc, et puis tout simplement, c'est que la France, elle n'a aucun intérêt direct à participer à ces conflits. Elle n'a aucun intérêt à prendre plus parti pour l'un que pour l'autre. Tout simplement, hein. Moi, j'ai encore souvenir que la France avait justement, avant la révolution islamique, avait des excellentes relations avec l'Iran, notamment avec sous le Shah. Voilà, avec qui on avait échangé plusieurs partenariats industriels, notamment. On avait même vendu des centrales nucléaires, il me semble, à l'époque, hein, qui ont malheureusement pas pu être mis en service là-bas. Voilà, enfin, il y avait eu des échanges assez intéressants, même au point de vue industriel. Je sais que Peugeot aussi avait des usines en Iran et exportait beaucoup là-bas. Donc, la France y a plus perdu qu'il gagnait de cette fois-ci avec l'Iran. Et puis après, bah, concernant Israël, c'est pareil. La France avait tout intérêt à garder des bonnes relations avec ces deux pays-là, parce que pareil, il y a eu des échanges industriels nombreux avec Israël. D'ailleurs, notamment sous la 4e République, c'est comme la France qui a transféré une partie de la technologie à Israël pour qu'elle puisse obtenir la bombe atomique, hein. Alors, ils n'ont pas transféré tous les travaux, hein, mais ils ont transféré une bonne partie, on va dire, de la documentation nécessaire, des recherches que la France avait faites en matière atomique pour qu'Israël puisse disposer de la bombe assez rapidement, hein, et puisse justement avoir, on va dire, l'ascendant sur ses ennemis, en tout cas ses proches ennemis qui sont dans le proche voisinage, quoi. Donc après, concernant les tensions actuelles, bon, bah, je dirais que l'Iran n'avait pas le choix de répondre. Notamment, ils se sont fait bombarder leur représentation diplomatique donc en Syrie, à Damas, plus précisément. A priori, des officiels iraniens de très haut rang sont morts. Donc un pays comme l'Iran, qui est quand même une puissance régionale assez importante, concurrente de l'Arabie saoudite, n'avait pas le choix aussi de répondre vis-à-vis de sa population, vis-à-vis aussi de son poids diplomatique actuel quand même dans cette partie du monde. Ça reste quand même un allié de la Chine, de la Russie. Voilà, donc aussi, ils peuvent se permettre de le faire. Ils ont une technologie militaire aujourd'hui, quand on étudie bien la question, qui leur permettent de le faire, même si là, ils ont, entre guillemets, on va dire, répondu, on va dire, de manière en mode esbrouf, enfin mi-esbrouf et mi-opération de guerre. Enfin, en gros, ils ont fait un mix des deux, une réponse symétrique, hein, surtout pour dire à Israël, bah, si vous voulez la guerre, nous on est prêts, et ça je l'expliquerai plus tard dans cette émission, hein. Donc, parce que finalement, les objectifs que l'Iran visait, elle les a touchés, hein, notamment avec une base de renseignement qui est dans le mont Anon, qui a été touchée, une base de renseignement qui permet d'écouter d'ailleurs une bonne partie du Liban. Et puis aussi la base aérienne aussi, où les avions qui ont attaqué la représentation diplomatique iranienne à Damas a été touché également, quoi. Voilà, donc oui, ça participe, ça continue d'une montée en tension dans cette région, mais je pense que ça n'ira pas plus loin. Voilà, je pense que là, en ce moment, là, ces derniers jours, comment dirais-je, on assiste à une montée en pression diplomatique avec des paroles, des échanges diplomatiques, mais je pense que ça n'ira pas beaucoup plus loin, je pense. Mais notre ami Eliatem, qui lui a plus d'informations que nous là-dessus, je pense, pourra nous en dire plus. Absolument, très bonne transition. D'ailleurs, Iliatem, si vous voulez réagir aux propos de Maxime, vous pouvez tout à fait. Je vais quand même me permettre de rajouter une question en plus, voilà, on voit que la situation en Israël impacte les pays voisins, parce que nous avons vu par exemple que la Jordanie, que l'Égypte avaient fermé leurs espaces aériens. Moi, j'aurais aimé savoir déjà ce qu'il en était du Liban, à quel point le Liban peut être impacté de ce qui se passe par rapport à Israël depuis le 7 octobre, tout d'abord. Et ensuite, est-ce que vous comprenez tout à fait effectivement la légitimité de l'Iran d'avoir répondu à l'attaque de l'ambassade? Oui, effectivement, je vais peut-être commencer par la fin. Et en commençant par la fin, il faut que je signale une chose, c'est que je reste très objectif et reste plutôt juridique relativement à cette question, c'est-à-dire cette riposte
qu'on appelle riposte, mais en réalité, en droit international public, on parle de représailles. Alors, une petite parenthèse, depuis 79, j'ai été contre le régime et la révolution iranienne jusqu'au moment où les choses se sont tassées et les choses ont complètement, si vous voulez, entré plus dans les normes. Et comme vous le savez, aujourd'hui, il y a un fait accompli, il y a un pays, nous ne pouvons pas le rayer de la carte et oublier son existence parce que nous avions une certaine amitié et puis une certaine sympathie vis-à-vis de la monarchie iranienne, celle du Shah, qui, il faut ne pas oublier non plus qu'il est arrivé, son père plutôt est arrivé au pouvoir à l'issue d'un coup d'État contre la réelle famille régnante, les Qadjars, en Iran. Donc, ceci dit, donc, il y a un état de fait, un état qui est reconnu par la société internationale et qui est membre des Nations Unies et qui joue un rôle sur la scène internationale. Je me souviens de mon ami le prince Ali Reza Pahlavi, quand il y a eu quand même certaines attaques à l'encontre de l'Iran, des critiques, etc., et puis des menaces, il a pris la parole et puis il a parlé quand même de la Perse. La Perse, c'était le nom en fait de l'Iran tel c'était avant la création donc de la monarchie donc des Pahlavis. Et donc il y a ce sentiment, ce nationalisme, ce retour du nationalisme perse et surtout depuis Ahmadinejad, l'ancien président de l'Iran. Ceci dit, donc je ferme cette parenthèse pour vous dire que je reste aussi équidistant et puis je vois les choses telles qu'elles sont. Ce qu'il faut voir, c'est que ce pays qui a quand même est devenu de plus en plus, il a progressé de plus en plus, et puis il a obtenu une technologie assez importante, et une importance également politique. C'est un pays certes islamique, c'est-à-dire un pays musulman, à majorité musulmane, mais il faut savoir c'est que il n'est plus aussi musulman que d'autres pays de la région, à savoir l'Arabie saoudite et les autres. Et il faut dire, en comparaison entre l'Iran et la France qui était un pays catholique, les catholiques ou les chrétiens ont moins de liberté religieuse que les chrétiens en Iran. Et je donne un exemple, vendredis saints, les processions, par exemple, pour le chemin de la croix, ne peuvent pas avoir lieu en France sans une autorisation préalable dans les endroits publics, c'est-à-dire dans les rues. Or, en Iran, tout ce qui est religieux est autorisé. Autrement dit, les juifs, les sunnites, les chrétiens ont le droit de faire des processions religieuses sans aucune autorisation administrative préalable. Donc, les choses ont totalement changé et ce n'est plus cette même vision, bien que la République soit toujours nommée la République islamique d'Iran, ce qui est aussi normal parce que c'est un pays chiite, musulman chiite, comme la France était un pays catholique. Et moi, personnellement, qui plaide pour que la France redevienne un pays catholique et que la catholicité devienne la religion d'État, je ne peux pas critiquer l'Iran de retourner à ses origines ou à ses racines chiites telles qu'elles étaient sous le régime aussi des Qadjars. Alors, ce pays dérangeait beaucoup dans en fait, les autres puissances de la région qui sont impliquées dans la région, notamment les États-Unis et Israël. Et nous avons vu quand même qu'il y a eu une série d'attaques qui a été entamée par les Israéliens à l'encontre de l'Iran. Il y a eu quand même des assassinats de savants en Iran à 2 reprises et qui ont eu lieu sur le territoire iranien par des membres du Mossad israélien. Ces savants étaient soupçonnés de faire des progrès ou travailler sur un progrès technologique, notamment dans le domaine nucléaire. Deuxièmement, il y a eu différentes attaques donc, de personnalités iraniennes et le fameux assassinat du général Qassem Soleimani. Le général Qassem Soleimani a été assassiné par également d'une opération donc, du Mossad. Dernièrement, il y a eu quand même un acte terroriste qui a eu lieu le 3 janvier, une attaque qui a fait 94 morts et qui avait été revendiquée
pas pour l'anecdote, je ne dirais pas que c'est une anecdote, mais qui a été, mais quand même c'est curieux, par l'État islamique au Khorasan. Or, c'est ce même groupe qui a revendiqué l'attentat, ou la deuxième revendication, elle a été faite par lui, à Crocus en Russie. Et vous vous souvenez que cette attaque du 22 mars a fait plus de 130 morts en Russie, et qu'au départ, il y a un communiqué qui avait attribué la responsabilité, ou a revendiqué, pardon, cet acte-là, et c'était l'État islamique en général. Et puis, donc, il y a eu un deuxième communiqué qui a revendiqué cette attaque ou cette opération par l'État islamique au Khorasan. Donc, c'est ce même groupe qui a revendiqué l'attaque en Iran. Et les Iraniens, avec l'aide, bien entendu, du FSB russe, ont découvert que derrière ce groupe-là, c'était le Mossad, autrement dit, l'État islamique, on le sait, tout le monde le sait, c'est le bras, si vous voulez, armé de la CIA américaine, comme l'a reconnu Donald Trump lors de sa campagne électorale, la première campagne électorale, et c'est également le bras armé d'Israël, c'est-à-dire du Mossad israélien, et c'est ce qui a permis à l'Iran d'attaquer, de faire deux frappes, une à Erbil, c'est-à-dire dans le Kurdistan irakien, en frappant, en attaquant l'antenne du Mossad israélien à Erbil. Une deuxième frappe qui a eu lieu aussi au Pakistan. Bon, bien sûr, là, il y a eu une violation du droit international parce que les Pakistanais ont protesté, mais c'était simplement pour attaquer Al-Jaish al-Islami. C'est un autre groupe islamique ou islamiste, pour être plus précis, et c'est un groupe qui est stipendié par la CIA américaine, et donc et qui était aussi donc responsable de l'attaque de Kerman du 3 janvier 2024. Ben, vient ensuite une autre opération terroriste qui a été faite, une attaque terroriste par Israël, qui a eu lieu à l'encontre du consulat iranien à Damas. Donc là aussi, il y a deux violations. Il y a la violation du territoire, de la souveraineté de l'État syrien par Israël. Deuxièmement, il y a la commission, donc quand même, de cet assassinat de plus d'une dizaine de personnes qui se trouvaient dans ce consulat, qui est une dépendance de l'ambassade et qui est couvert par les dispositions de la Convention de Vienne de 1963, qui reconnaît aux ambassades, mais aussi aux consulats en 1963, parce que là, c'est la deuxième Convention de Vienne, l'extraterritorialité du consulat. Eh bien, l'Iran, à l'issue de ces différentes attaques, toutes ces attaques terroristes qui ont été commises à l'encontre de ressortissants iraniens et de responsables politiques iraniens, ne pouvait pas, vis-à-vis de l'opinion publique interne, de ne pas prendre des mesures pour arrêter cet ensemble de dommages subis par ce pays ou par cette nation ou par ce grand, quand même, c'est l'une des grandes puissances de la région. Donc, il y a eu un recours aux Nations Unies, mais malheureusement, comme vous le savez, il y a les États-Unis qui est l'allié inconditionnel d'Israël, mais aussi les pays qui sont sous hégémonie américaine, à savoir la France et la Grande-Bretagne, n'ont pas permis au Conseil de sécurité de prendre les mesures nécessaires, et même le secrétaire général des Nations Unies a été empêché de faire une déclaration, en fait, en condamnant cette attaque à l'encontre, ou cet acte terroriste, parce que maintenant c'est très à la mode de dire un acte terroriste, parce que l'acte terroriste, comme vous le savez, c'est une expression vulgaire, elle n'a pas de fondement juridique. Pour être plus juridique, cette opération militaire qui a entraîné la mort de plusieurs personnes au consulat iranien à Damas. Donc, comme les Nations Unies n'ont rien fait, l'Iran a eu recours à ce qu'on appelle en droit international les représailles. Les représailles, c'est-à-dire, c'est soit interrompre des contrats avec l'État qui a attaqué. Or, Israël n'a pas de contrat avec Israël, avec l'Iran, ou bien fermer les ambassades. L'Iran n'a pas d'ambassade à Tel Aviv, et Israël n'a pas d'ambassade à Téhéran. Donc, il ne restait quand même que le choix
de répondre du berger à la bergère, c'est-à-dire à cet ensemble d'actes ou d'opérations belliqueuses de la part d'Israël et surtout cette opération, cet acte terroriste qui a eu lieu à l'encontre du consulat iranien à Damas par un recours à la violence, par un recours à la force, en fait, pour, si vous voulez, corriger ce dommage et satisfaire en quelque sorte l'opinion publique iranienne. Alors, quelle est la nature des représailles? Le droit international interdit le recours à la force dans les relations internationales, ça c'est le principe, mais on reconnaît quand même une certaine légitimité et non pas une légalité aux représailles, surtout en cas de faille de la part des Nations Unies de prendre les mesures opportunes pour faire cesser un trouble internationalement illicite, autrement dit, ces attaques répétées de la part d'Israël à l'encontre d'un autre État qui est aussi reconnu comme Israël par les Nations Unies, en l'occurrence l'Iran. Et donc, pour justifier aussi ces représailles, non pas simplement sur cette notion générale qui est relative à un acte de belligérance et de représailles contre cette attaque principale, l'Iran a également appuyé juridiquement son initiative ou ses représailles ou cette riposte, si vous voulez, pour prendre un terme plus général et plus vulgaire, c'est le recours à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. L'article 51 de la Charte des Nations Unies qui prévoit un droit à la légitime défense d'un État s'il est attaqué par un autre État. Et ce qui est le cas, en l'occurrence, du territoire iranien en fonction de l'extraterritorialité du consulat iranien à Damas, qui a été attaqué par un État étranger, autrement dit Israël, ce qui a justifié ces représailles. Alors, la nature de ces représailles, bon, beaucoup de gens ont critiqué que c'était de la parade, etc. Bon, l'Iran, si vous voulez, l'Iran, parce que je connais donc de près ce pays et puis la façon dont il travaille, c'est un pays qui est légaliste. Autrement dit, il tient à son image parce que malheureusement, il y a quand même une diabolisation de l'Iran par les États-Unis et par leurs alliés, ils tiennent absolument à montrer que c'est un pays qui respecte le droit international public, ce n'est pas un État belliqueux, ce n'est pas un État qui commet quand même des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et ce qu'il a voulu simplement faire, secouer Israël en lui disant, écoutez, c'est que quand même, si vous êtes fort, nous aussi nous sommes forts. Si vous avez des armes, nous avons encore des armes beaucoup plus sophistiquées et nous pouvons également atteindre votre pays. Arrêtez ce jeu-là. Et ce qu'ils ont fait, donc pour résumer, c'est un acte de dissuasion. Qu'est-ce qu'un acte de dissuasion? C'est pour montrer à l'adversaire qu'on a une force il ne faut pas sous-estimer. Et en cas vraiment d'une nouvelle attaque, d'une nouvelle agression de la part de l'État hébreu, eh bien, il y aura vraiment une riposte sanglante. Et donc, je sais qu'en Occident, il y a beaucoup de gens qui se disent ah, mais l'Iran s'est fait attaquer, etc. Bon, elle n'a rien fait, il n'a rien fait sur le terrain, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est que c'est un pays qui ne veut pas de mort, qui a voulu faire une opération dissuasive d'une part, et puis d'autre part, frapper surtout et donner la leçon qu'on sait très bien à partir de quelle base, comme l'a tout à l'heure souligné Maxime, sont allés ces engins, ces aéronefs, c'est-à-dire ces avions, pour attaquer notre consulat. Et puis, plus, ils ont attaqué une deuxième base également de renseignement. Donc, il y a deux bases qui ont été attaqués, et bien sûr, pour pouvoir détourner l'attention, ces deux missiles qui visaient simplement ces deux bases militaires, encore une fois, parce que l'Iran ne voulait pas faire, c'est ce qu'on a vu, c'est ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas eu de victimes civiles, il n'y a pas eu si vous voulez, donc de volonté d'attaquer des civils, mais c'était simplement une attaque contre ces deux bases militaires pour montrer que nous pouvons riposter
et nous ne sommes pas là en état de faiblesse. Nous sommes au même pied d'égalité que vous. Nous sommes une puissance, une grande puissance également de la région. Tout le monde le sait aussi que l'Iran est l'allié de Moscou. Nous savons très bien que l'Iran a fourni, ou fournit toujours d'ailleurs, des drones à la Russie dans le conflit en Ukraine. Et puis, il ne faut pas oublier que si cette situation va, je dirais, crescendo, autrement dit, encore une autre riposte israélienne, ce que je ne crois pas trop, compte tenu de cet enjeu international, parce que les États-Unis, malgré tout, et malgré leurs déclarations, je ne pense pas qu'ils souhaitent une guerre dans laquelle les États-Unis vont être impliqués, surtout à la veille des élections présidentielles, d'une part. D'autre part, donc, en sachant quand même que s'ils vont entrer en guerre à l'encontre de l'Iran auprès d'Israël, ça va gêner la Russie qui sera obligée aussi de soutenir son allié iranien. Il en sera de même avec la Chine qui a signé un traité pour 25 ans de coopération militaire sino-iranien. Donc ça sera un embrasement général et ça sera, je dirais, une sorte de troisième guerre mondiale qui se produit face à face, c'est-à-dire ces différentes puissances et puis qui émergent, autrement dit, ce monde multipolaire d'une part, et puis l'ancien monde libre qui est devenu en fait sous l'hégémonie américaine et de ses alliés. Et c'est la raison pour laquelle je ne pense pas que pour le moment, Israël va faire une frappe, sauf s'il prend le risque d'un embrasement général et qui risque quand même d'entraîner les autres puissances, y compris les États-Unis, la Russie, la Chine, dans une confrontation face à face. Merci beaucoup, Eliatem. Là, on ressent effectivement le juriste spécial. Attention, Maxime a bien activé le micro quand ce sera à vous de parler. Donc effectivement, Eliatem, là on ressent bien le juriste international qui nous éclaire pendant toutes ces questions très complexes finalement à appréhender. Effectivement, c'est un vrai métier de comprendre les enjeux juridiques qui s'y passent. Et justement, Maxime, je voulais vous poser cette question. On a vu Damien Rieu. Maxime, vous allumez le micro quand ce sera à vous de parler, quatrième fois. Donc Maxime, oui, effectivement, Damien Rieu, membre important de Reconquête, qui a réagi en disant que l'attaque d'Israël était illégale, mais tout à fait légitime, parce qu'il y avait un général qui avait commandité l'attaque du 7 octobre 2023 dans les locaux. Qu'est-ce que vous pensez de ça et qu'effectivement, Damien Rieu a raison? Bon, bah écoute, bon, déjà, Damien Rieu, je pense qu'on n'a pas besoin de disserter sur cette personne. Je pense que son bagage en géopolitique est trop peu limité pour qu'on analyse ses propos pour le moins décousus, pour rester poli. Après, bon, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que l'attaque du 7 octobre par le Hamas, enfin, par soi-disant une branche du Hamas qui en fait est en réalité contrôlée par le Qatar et n'a absolument rien à voir avec justement ce qui se passe avec l'Iran. Hein. Moi, je pense que l'Iran n'est pas du tout derrière le Hamas. Hein. L'Iran finance le Hezbollah, ça c'est une réalité. Hein. Moi qui me suis rendu plusieurs fois au Liban, ça j'ai pu le constater. D'ailleurs, l'Iran a aidé aussi la Syrie dans sa guerre d'agression, enfin, dans sa guerre contre le terrorisme, contre l'État islamique qui a commencé en 2011, hein, ainsi que la Russie. Donc je vois pas pourquoi que déjà je comprends même pas ce parallèle pour le moins alambiqué. Hein. Surtout quand on connaît les origines du Hamas hein, et surtout la branche du Hamas qui a justement soi-disant provoqué les attaques du 7 octobre sur un festival et qui aurait tué des milliers de personnes. Enfin bon, tout ça reste quand même assez avec beaucoup de zones d'ombre, pardon, notamment la passivité d'Israël, notamment pour réagir à cette attaque, hein, notamment du haut commandement militaire israélien, qui est quand même très, très, très étonnante. Hein, ça a été quand même pas mal débunké même par des médias américains, anglo-saxons et aussi des spécialistes militaires de l'armée américaine.
que justement il y avait quand même eu une faille dans la chaîne décisionnelle et de commandement du côté israélien. Voilà, donc après, bon, voilà, pour moi, les propos de Damérieux, je pense qu'ils sont sans importance. Ça participe à un enfumage, on va dire, justement, des militants de Reconquête, hein, c'est-à-dire, je pense que le but de tout ça, c'est de créer un axe euh, en faveur d'Israël, hein, notamment, comme tu l'as souligné en préambule de cette émission, avec aussi Zemmour qui s'était rendu immédiatement en Israël et qui avait aussitôt joué voilà, des grandes paroles, qui avait prêché la bonne parole. Hein. Donc moi, ça m'avait beaucoup fait rire parce que c'est vrai que Zemmour qui nous parle de communautarisme en France, là pour le coup, il avait été très communautaire. Hein. Ah, effectivement, il était même plus que communautaire. Moi, je me demandais à un moment s'il cherchait un poste de député en Israël. Ça m'a totalement étonné, ça m'a totalement choqué. Vous, Elie, vous avez peut-être suivi, vous avez même sûrement Tout à fait. suivi la campagne des élections présidentielles avec Éric Zemmour, et vous suivez probablement les élections européennes qui vont se dérouler dans 2 mois. Vous, la position de la droite française, si j'ose dire, qui était totalement pro-israélienne finalement, et sans aucun recul, sans aucune mise en question, sans aucun discernement, est-ce que vous Écoutez, vous êtes senti trahi en tant qu'électorat ah ben, potentiel? écoutez, je vais vous dire une chose. Tout d'abord, il y a une déception totale de la part des chrétiens d'Orient, en particulier des chrétiens palestiniens, de la position de la France, qui était supposée être la défendresse des chrétiens d'Orient, la France qui était soi-disant la fille aînée de l'Église, qui a laissé faire depuis plusieurs années une extermination progressive de la population palestinienne. Et il y a une très fausse interprétation de la question palestinienne en France. Parce qu'il faut rappeler que la question palestinienne est une question qui est similaire ou identique à ce qui se passe en France. Avec une grande différence, c'est que le phénomène de l'immigration en Palestine a été imposé par des puissances, parce qu'au XIXe siècle, la Palestine était sous, je dirais, occupation ottomane, elle faisait partie de l'Empire ottoman, et les Ottomans ont fermé les yeux, même certains Palestiniens peut-être aussi, ne sont pas rendus compte du danger de cette immigration massive de la part de membres des Amants de Sion qui envoyaient les premiers bilouim, c'est-à-dire des communautés pour aller habiter, pour acheter certains terrains. Et qu'est-ce qui était les premiers à avoir alerté l'opinion publique, aussi bien palestinienne qu'internationale? Ce n'était que des chrétiens, à savoir Najib Nassar, et il y avait Georges Antonius, il y avait Constantin Zrek, et qui avait écrit, qui avait alerté l'opinion publique, surtout quand je vais parler de Nassar, de Najib Nassar, qui était un catholique palestinien, qui disait attention, petit à petit, ces immigrés veulent transformer notre pays en un État communautaire, ou comme vous dites, un État juif, alors que la Palestine, c'est complètement différent, si vous voulez, de la France qui est un pays catholique. La Palestine, c'est comme le Liban, comme la Syrie, comme l'Irak, ce sont des pays pluricommunautaires. Autrement dit, il y a les chrétiens, des musulmans et des juifs, des druzes qui cohabitaient tous ensemble. Malheureusement, la communauté musulmane ne se rendait pas compte de cette réalité et laissait faire, alors que c'était la raison pour laquelle que les chrétiens combattaient ce projet des Amants de Sion, qui, après la création de l'ESM, c'est-à-dire l'Organisation sioniste mondiale avec Théodore Herzl, à l'issue de l'affaire Dreyfus en France, donc je passe, si vous voulez, le détail de tout cela, mais ce sont encore une fois les chrétiens qui ont combattu ce projet sioniste avant, je dirais même aussi, de la promesse de Lord Balfour, qui, comme vous le savez, avait promis aux Rothschild, pour des raisons financières, économiques et monétaires, de leur céder, en fait, ou de leur permettre de créer un foyer juif en terre de Palestine. Et malheureusement, comme vous savez, la fameuse publicité, c'était un peuple sans terre pour une terre, pour une terre donc sans peuple.
Donc, tout cela, c'est une fausse publicité parce que par la suite, et c'est là où c'est contradictoire, et c'est là où le sionisme est complètement contradictoire, il a dit que ce sont les Palestiniens qui nous ont vendu leur terre. Mais comment, au départ, vous disiez que c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre? Bon, si c'était une terre sans peuple, comment est-ce que vous avez pu acheter ces terrains? Donc, là aussi, c'est une contradiction. Et là, comme vous le savez, ce que Maxime a dit tout à l'heure en début d'émission, en 1948, il y a eu la déclaration donc, de l'État d'Israël. Pourquoi? Parce que les Occidentaux se sont sentis en fait coupables de ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un exercice d'une sorte de terrorisme intellectuel et d'un sentiment de faire vivre un sentiment de culpabilité et obligé à reconnaître cet État alors qu'il ne représente pas juridiquement, si vous voulez, la définition, les éléments qui permettent la définition d'un État, autrement dit un peuple et surtout un territoire. Donc ils ont occupé par la force et ils se sont étendus sur un territoire qui n'est pas le leur. Donc les Palestiniens leur faisaient, pas, je ne dirais pas leur faisaient confiance, mais les Palestiniens avaient une certaine compassion pour ce que les Ashkénazes. Il ne faut pas oublier que les séfarades n'ont jamais eu de problème dans les pays où ils se trouvaient. Et donc, ils ont une certaine compassion, ils leur ont permis donc de venir, de s'installer chez eux et se réfugier. Et donc, ce problème d'immigration massive a fait que ces gens qui ont été accueillis, c'est comme si aujourd'hui je vous dis, il y a les Algériens, les Africains, etc., et tout, qui viennent s'installer, tous ces immigrés en France, un jour, du jour au lendemain, ils vont vous dire, écoutez, nous, c'est notre territoire, ils chasseront les Français de leur propre territoire. Et c'est ce qui s'est passé en Palestine. Qu'est-ce qui s'est réveillé toujours encore et puis qui a mené la résistance à l'encontre de l'occupation? Ce sont les chrétiens palestiniens, à savoir ce que je citais tout à l'heure. Il y a Constantin Zré qui a réfléchi sur la question du nationalisme et de la résistance nécessaire armée à l'encontre de l'occupation du territoire en s'inspirant de la résistance française face à l'occupation allemande de la France qui s'est passée lors de la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont attendu surtout 1967 pour organiser cette résistance militaire donc palestinienne. Et parmi ceux qui ont créé, si vous voulez, donc cette résistance, il y avait Georges Habash, qui était aussi un orthodoxe palestinien. Il y avait également Naïef Awatmé. Naïef Awatmé, c'est un grec catholique aussi chrétien qui était parmi les fondateurs du mouvement de résistance palestinienne. Il y a des penseurs tels que Edouard Saïd, qui est toujours vivant, qui vit aux États-Unis, qui a beaucoup travaillé sur cette notion de résistance armée. Il y a tous ceux, par exemple, Brahim Sous, qui aussi est un orthodoxe chrétien également, qui était parmi les penseurs et ceux qui ont créé cette stratégie. Et donc, voilà cette résistance qui, après les accords d'Oslo, malheureusement, l'OLP avec Arafat, il a cédé à cette pression parce qu'on lui a fait croire qu'il y aura deux États. Et c'est là où il y a encore une concession de la part des Palestiniens qui ont accepté de céder une partie de leur propre territoire. Autrement dit, la France, c'est comme si on cède le département du 93 aux immigrés parce qu'il y a une pression internationale et on convainc les Français de céder un département aux immigrés qu'on a accueillis chez soi et puis céder une partie de son territoire. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et puis, les premières attaques israéliennes à l'encontre des Palestiniens ont eu lieu en 1947, autrement dit un an avant 1948, pour chasser essentiellement des chrétiens. Et c'est la raison pour laquelle ce sont les chrétiens palestiniens qui toujours gardent cette idée de la nécessité du recours à une résistance militaire. Le Fatah et l'OLP, après les accords d'Oslo, comme je le disais, ont renoncé à cette résistance armée et qui a pris le flambeau. C'est un mouvement, il faut le dire, au départ, qui a été créé par les frères musulmans. C'est le Hamas qui lui-même s'est révolté sous prétexte d'une résistance islamique, donc musulmane, contraire à cette idée laïque du Fatah et de l'OLP. Mais petit à petit, surtout en 2017, il a changé sa charte. Pourquoi?
parce qu'il y a eu tous les chrétiens qui étaient pour une résistance armée, ont laissé tomber le Fatah et l'OLP et ont soutenu le Hamas. Il y a eu Arlette Khoury qui était devenue députée du parti du Hamas, une chrétienne catholique. Il y a le clergé qui a tous soutenu également le Hamas, à savoir, vous savez, les déclarations, et ça on peut le trouver sur la toile du père Emmanuel Moussallem, il est latin, palestinien, donc de culte de rite latin, donc chrétien, catholique, latin. Et vous entendez toutes les déclarations aujourd'hui à Jérusalem, même de Monseigneur Anna Attallah, qui montrent aussi la déception des chrétiens palestiniens d'avoir été délaissés par la France, qui est la fille aînée de l'Église, qui était supposée protéger les chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, tous ces chrétiens ont un espoir, c'est de voir la Russie remplacer la France, et ils parlent de la Sainte Russie qui remplace la France. Donc, il y a plus qu'une amertume, il y a une déception et il y a un sentiment qui se crée de plus en plus, comme quoi la France les a laissés tomber. Je vous rappelle que depuis 2009, les Gazaouis, c'est-à-dire les habitants de Gaza, vivent dans une situation dramatique. Et le premier qui a utilisé le mot de ghetto, c'est Jean-Marie Le Pen, qui, en voyant donc ce qui se passe, il a dit, écoutez, ces gens vivent dans des ghettos. Et c'est chez Jean-Marie Le Pen que j'ai rencontré et que j'ai connu Monseigneur Haddad et qui m'a été présenté par Jean-Marie Le Pen. Et c'est là où nous avons découvert ce que le peuple palestinien subit. Et il y a des attaques, si vous voulez, comment se passe cette extermination, une véritable extermination par la terreur et par la torture, par, si vous voulez, également des opérations qui tuent des centaines de Palestiniens par semaine. Un mois plus tard, il y a 2000 personnes qui sont bombardées. Ce que fait le Hamas, il achète, donc il paye des agents, bon, des enfants qui sont très pauvres chez les Palestiniens. Il leur dit, vous envoyez telle requête, etc., pour justifier une opération militaire de plus grande ampleur et bombarder tout un quartier. Et c'est comme ça, c'est que depuis 2009, crescendo, jusque 2023, où il y a quand même une extermination, des tueries de plusieurs dizaines, ou je dirais même centaines de milliers de Palestiniens, et la presse n'en parle pas du tout. Est-ce que vous avez entendu parler de Sherine Abou Akla? C'est une chrétienne orthodoxe qui couvrait pour une chaîne ce qui s'est passé en 2018 pendant la veille pascale, donc c'était samedi saint, donc le soir de Pâques, et puis elle a filmé et puis elle a couvert comment est-ce que les forces israéliennes s'attaquaient aux chrétiens et ne leur permettaient pas d'exercer leur culte pour leur fête pascale. Et comme elle a découvert cela, elle a été assassinée. Eh bien, toutes les chaînes du Moyen-Orient, y compris même aux États-Unis, parce qu'elle a la nationalité aussi américaine, l'ont dénoncé. Mais les médias, ce qu'on appelle traditionnels, en anglais le mainstream media, donc ont occulté cela. Et c'est pour ça qu'on a une autre vision qui n'a rien à voir de la réalité de ce qui se passe dans cette région du monde. Donc, si vous voulez, il y a toute une série d'attaques, en particulier pas contre les musulmans simplement, mais surtout contre les chrétiens, des crachats sur des religieuses, des croix cassées, des insultes contre le Christ. Les gens entrent dans l'église pour se signer dans le bénitier. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qu'il y a des extrémistes qui sont venus uriner dans les bénitiers. Des curés en pleine messe sont attaqués au couteau. Les croyants en sortant se font frapper puis avec le regard et le sourire, la complicité de la police israélienne. Donc il y a un ras-le-bol et c'est la raison pour laquelle il y a plus de 1000 ou 1500 chrétiens qui vivaient à l'époque à Jérusalem ont quitté Jérusalem, ont préféré aller s'installer dans ce ghetto, en reprenant le terme de Jean-Marie Le Pen qui est à Gaza, pour fuir cette persécution et pour pouvoir exercer leur culte en pleine liberté. Et c'est ce qui explique, si vous voulez, toutes ces déclarations du clergé chrétien, en particulier les monseigneurs Attallah, donc, qui est l'évêque de la communauté orthodoxe palestinienne, mais également toutes les déclarations, les discours véhéments de la part
du père Emmanuel Moussalem, qui en veut surtout pas à l'Occident, mais qui en veut au monde arabe et ce monde musulman qui, en lui disant, mais écoutez, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que vous devez nous délaisser, vous avez aussi une responsabilité, une bonne partie de la population palestinienne qui est musulmane. Mais comment vous laissez tomber ce pays? Et donc, il y a une déception générale de la part de tout le monde et on a l'impression là-bas qu'il y a un lobby très important, c'est le lobby sioniste ou le lobby pro-israélien et le lobby, bien sûr, évangéliste américain qui travaille, si vous voulez, pour donner une autre image. Alors, je reviens à la France, si vous le permettez, je ne serai pas très long, je ne sais pas si j'ai encore 2 ou 3 minutes. Vous avez tout le temps dont vous avez Ah, besoin. excellent. Alors, je reviens en France. En France, vous savez, en France et en Europe, il y a un projet. Et ce projet, c'est un projet politique. Qu'est-ce que c'est qu'un projet politique? Moi, j'ai fait de la politique, j'étais candidat et j'avais mon propre projet et je faisait un projet à l'encontre de la partie adverse, comme les partis adverses faisaient aussi des projets politiques qui sont contre moi. Et aujourd'hui, c'est que si vous voulez, si vous parlez de ça, on va dire ah oui, vous êtes complotiste. Non, je suis plutôt, je suis moi-même comploteur, beaucoup plus que complotiste, parce que je faisais des complots, j'avais des projets politiques. Et en Europe, on a assisté à un double mouvement. Premièrement, il y a tout un mouvement qui a poussé une immigration massive d'une population étrangère pour venir en Europe, en particulier en France. Nous l'avons vu, nous avons assisté à cela. Nous avons été les premiers à dénoncer cela. Et puis malheureusement, Jean-Marie Le Pen a été traité de xénophobe, il a été traité d'antisémite, il a été traité de tous les noms pour, si vous voulez, pour le diaboliser et diaboliser son discours alors qu'il donnait la sonnette d'alerte. Mais arrêtez, nous n'avons pas les moyens. Et que, si vous voulez, quand vous n'avez pas de la nourriture pour pouvoir nourrir vos enfants, comment voulez-vous accueillir des gens sans avoir les moyens de leur donner à manger? Et c'est ce qui s'est passé. Alors, il y a une masse assez importante d'immigrés, notamment ceux qui sont venus des anciennes colonies ou des anciens protectorats français et qui sont venus en métropole ou en France, parce que ce n'est plus, c'était après la colonisation aussi, et ils sont venus s'installer sans avoir les moyens de pouvoir les absorber et puis les assimiler donc, et puis les intégrer à la société française. En plus, il y a tout un travail de sape qui a été fait pour détruire l'identité française et l'identité catholique de la France. Donc, ces gens qui sont venus, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont rien, et puis se sont trouvés là complètement perdus, placés dans des banlieues, etc. Parce que c'est normal, la France n'a pas de quoi donner à manger à ses propres fils, aux véritables Français. Ces gens, comment voulez-vous qu'ils s'assimilent? À quel modèle ils vont s'assimiler quand le modèle français et la société française est totalement, a été cette identité, je dirais, nationale et puis sociale de la France, elle était totalement tombée en désuétude, c'est-à-dire quand vous posez la question, quand vous êtes français, est-ce que vous êtes catholique? Vous dites, moi, je suis rien. Donc, on a oublié son identité. Deuxièmement, il y a toute un travail de décomposition, je dirais même, de la culture et de la civilisation française. On ne parle plus des vacances de Pâques ou de la période de Pâques, on parle aux enfants les vacances de printemps pour porter atteinte, si vous voulez, à ces traditions, à cette identité chrétienne, à cette identité catholique. Donc, on a tout fait pour faire perdre cette identité. Donc, ces gens n'avaient plus de symbole, d'image, si vous voulez, pour pouvoir la suivre. On parle moins bien le français qu'on le parlait autrefois. Donc, comment voulez-vous que ces gens-là puissent parler aussi un bon français quand ils entendent partout un argot et puis donc une façon de s'exprimer qui est complètement, qui n'est plus française. Donc, ce qui fait que la société française a éclaté, le modèle français, l'identité, tout a été travaillé pour détruire cette identité. Et parallèlement, il y a un mouvement international qui a été stipendié par de l'argent de l'extérieur, en particulier, et je le dénonce parce que je l'ai déjà écrit et j'ai les preuves,
de la part donc, des ennemis, donc il faut dire des adversaires, pour ne pas dire des ennemis, des adversaires de la France, donc les États-Unis, et ils sont également les adversaires de l'Europe qui veulent que ce vieux continent meure, parce qu'ils disent que c'est ce vieux continent. Bon, tout en restant objectif, je dis, bon, c'est en quelque sorte, c'est légitime. Nous, en tant que Français, nous sommes en adversité, on ne veut pas, on veut protéger nos intérêts et on fiche en fait des autres. Et les Américains ont fait pareil. Mais malheureusement, cela a permis à des fonds qui passaient par des sociétés de Delaware et derrière cela, il y avait de l'argent qui venait du système Lansky et ces sociétés avaient des succursales au Qatar qui envoyaient donc de l'argent pour les banlieues et ils ont créé tous ces mouvements de radicalisation et parallèlement, il y a tout un mouvement international qui a été fait, qui a été opéré avec des associations comme le At-Tablir ou bien d'autres en vue de créer un sentiment de rattachement chez les musulmans ou un retour, si vous voulez, à une sorte de pratique, je dirais, excentrique de l'islam qu'on a vu paradoxalement se développer beaucoup plus en Europe et en France qu'elle ne l'est, par exemple, aux Émirats arabes unis ou dans les autres pays qui sont totalement musulmans, qui, eux, sont beaucoup plus ouverts que ces différentes populations. Et c'est là où il y a eu une, je dirais, on parle de radicalisation, mais moi je parle d'une islamisation et non pas un retour à la religion, mais un courant qui était entre le XIIIe et le XIVe siècle, qui a été, si vous voulez, expérimenté par les États-Unis en Afghanistan et ailleurs, et on a vu que ce sentiment, ça peut créer quelque chose. Donc, on a créé en France, on a changé. Donc, quand on me dit, mais on voit il y a beaucoup une islamisation, je dis non, il y a une déchristianisation donc, de la France essentiellement. Il faut travailler pour cette rechristianisation de la France et ce que vous voyez, les autres, en fait, c'est de l'immigration. Parce que même si ces musulmans quittent du jour au lendemain, ça ne veut pas dire que vous allez voir les chrétiens, parce qu'il n'y a plus de chrétiens et il n'y a plus de catholicité. Et il y a l'Église, même avec le Concile Vatican II, et l'intégration et puis l'infiltration de notre Église par les mouvements maçonniques ont détruit le sacré au sein même de l'Église catholique. Donc, ce qui fait que la catholicité, la chrétienté est complètement bannie, en fait, a disparu totalement de la société française. Donc, à cela s'est ajouté un autre phénomène assez important. Il y a eu des opérations terroristes, si vous voulez, qui ont été faites sur le territoire français, une, deux, trois, quatre, cinq, plusieurs, ou six, ou 13, ou 15, et il n'y a jamais eu, comme en Russie, un travail qui a été fait derrière pour savoir qui sont les véritables commanditaires. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a voulu créer un sentiment pour préparer tout ce qui va se passer au Moyen-Orient, pour préparer tout ce qui va se passer dans le monde et travailler sur cette instrumentalisation de la religion à des fins politiques et puis créer cette notion, mettre en application la notion du choc des civilisations qui a été faite par Huntington, auquel d'ailleurs se réfère M. Zemmour, M. Éric Zemmour. Et donc, ça prouve qu'il y a tout un projet politique qui a été fait pour créer ce sentiment, ce mouvement. Aujourd'hui, moi, quand je vois qu'il y a un musulman qui attaque avec un couteau, j'ai une haine contre les musulmans. Moi, je me suis attaqué en sortant du palais de justice, on m'a arraché ma montre. Donc, je me dis, ah, c'est un Algérien, j'aurais avoir une haine contre tous les Algériens parce que je dis, ben voilà, j'assimile et puis je mélange en fait tout. Bon, c'est à cause de ça. Bon, c'est une réaction tout à fait humaine. Mais ça a été travaillé d'un point de vue politique. D'où, petit à petit, il fallait aussi renforcer ce sentiment et faire toute une propagande. D'où l'importance de la création de personnalités qui va changer en fait la donne et puis créer ce sentiment, renforcer ce sentiment, non pas lui ouvrir l'esprit en disant mais attention, le problème vient de l'immigration, un problème d'immigration et c'est un problème de défrancisation et de déchristianisation de la France. Donc pour régler cela, il faut premièrement lutter contre le flux migratoire, trouver une solution pour ce problème, mais le plus important également pour être, si vous voulez, pour protéger bien son corps social et son corps national,
il faut retrouver nos racines, autrement dit, retrouver, plaider pour la chrétienté, pour la catholicité de la France, faire déclarer la France un pays catholique. Ce que ne fait jamais M. Zemmour, pour la raison pour laquelle, parce qu'il a été là, il a été créé pour renforcer un sentiment de provocation, de haine au sein de la société française, en sachant que ça va faire un clash. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs au Liban entre les Libanais et les Palestiniens. Et quand il y a eu ce heurt et il y a eu les fameux massacres de Sabra et Shatila, les Israéliens se sont retirés alors qu'ils ont tout fait pour créer, si vous voulez, ce massacre et le fameux Cobra dont j'étais l'avocat attesté parce qu'il était avec des agents d'Israël, que c'est Israël qui mettait la lumière, qui envoyait les autres. Après, ils se sont lavé les mains. Ce n'est pas nous, ce sont les Palestiniens et les Libanais. C'est-à-dire, autrement dit, le Zemmour, dans quelques années, ou dans 2 ans ou 3 ans, quand il y aura une guerre civile, il va dire, écoutez, moi je m'en fous, il rentre en Israël tranquillement, battez-vous quand il vous plaira, je n'y saurais que faire, et je n'avais pas gâché ma robe pour vous séparer. Donc c'est la fameuse formule de Molière dans Le Bourgeois gentilhomme. Et c'est ce qui se fait, c'est un peu également la même stratégie de Zelensky, qui est quand même un comédien humoriste, qui arrive et qui est poussé au pouvoir pour attirer toute une droite nationale et pour la virer de son véritable travail dans l'intérêt donc de son pays et pour créer, si vous voulez, un conflit entre les russophones et les non-russophones ou les ukrainophones, et pour créer cette guerre et permettre en fait avoir cette tragédie, et pour laquelle d'ailleurs la Russie est intervenue pour protéger cette population russophone des exactions de la part de ces extrémistes, ce qu'on appelle les néo-nazis en Ukraine. Eh bien, pour revenir en France, c'est ce qui s'est passé et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a une frange de ce que j'appelle les néo-français qui sont manipulés, qui sont américanisés avec un sentiment totalement à l'américaine. Ils ne voient en fait que le bout de l'iceberg, ils ne voient pas la partie immergée. Cette partie immergée qui est le fond du problème. Ils écoutent le joli discours propagandiste et démagogique d'Éric Zemmour, parce que son vrai nom c'est Zemmour et c'est pas Zemmour, parce que c'est un faux accent arabe, parce que il est d'origine arabe comme nom. Et donc, on suit ce discours-là, mais on ne se rend pas compte que nous sommes en train de se faire manipuler dans un sens particulier, comme l'a très bien souligné Maxime. La première des choses pour M. Zemmour, c'est d'avoir fait tout de suite son alia et aller tout de suite chez les gens donc, avec lesquels il a une certaine affinité, ce groupe avec lequel il a une certaine affinité, et ce n'est pas l'ensemble des Israéliens, parce que je vais vous dire une chose, ce qui est particulier, c'est que vous avez 40% aujourd'hui des Israéliens de confession juive et qui sont contre le sionisme dans sa définition initiale et dans sa dérive extrémiste religieuse, qui est une fausse d'ailleurs une fausse idéologie donc religieuse, parce que au départ il faut dire que le sionisme est une idéologie totalement socialiste. Donc voilà donc ce qui prouve qu'il est manipulé par cette partie en fait de ce groupe intégriste fanatique, je dirais sioniste, et il traîne derrière lui, il crée en France un sentiment donc de haine, de provocation pour pousser les gens à la violence. Et malheureusement, ça peut conduire à une catastrophe comme en Ukraine, où il y aura une situation conflictuelle sur le terrain. Donc, les gens au Moyen-Orient, surtout les chrétiens, voient d'un très mauvais œil, c'est que la France complètement déchristianisée, la France qui s'en fiche des chrétiens d'Orient, qui soi-disant voulait combattre pour les chrétiens d'Orient, et qui ne regarde pas, elle regarde simplement ce qu'on lui donne, ce qu'on lui explique, et on lui dit voilà les attaques du 7 octobre. Bon, il ne faut pas oublier que ces attaques ne sont que le résultat de plusieurs 7 octobre dont les chrétiens et les musulmans palestiniens font l'objet depuis, certes, 1948, mais en particulier depuis 2009 jusqu'en 2023. Et 2 semaines avant, il y a eu une vingtaine de personnes qui ont été massacrées, qui ont été tuées
dans la mosquée Al-Aqsa, et donc qui a expliqué le fait que cette opération a été intitulée Opération Tempête, et le mot tempête en arabe, ça donne deux significations, c'est-à-dire c'est le ras-le-bol, autrement dit, ce sont les nuages, l'assemblement de nuages, à un moment donné, ils s'éclatent, on ne peut plus, c'est le ras-le-bol, c'est l'expression d'un ras-le-bol de ces différents actes, de ces différents massacres que subissent les Palestiniens. C'est comme si vous êtes chez vous, à la maison, et vous êtes attaqué par des squatteurs, vous voulez entrer, ils vous mettent à la porte, vous appelez la police vous dit c'est votre problème, ce n'est pas le mien, on ne veut pas vous entendre, nous avons d'autres choses à faire. Et bien vous allez à un moment donné avoir je dirais, une suradrénaline et réagir à cette injustice. La police ne répond pas, les tribunaux ne prennent pas en considération ma requête pour faire sortir ces squatteurs de chez moi. Moi, quand même, c'est ma maison, c'est mon bien, et on me laisse dehors, on me frappe, on me torture, on me tue mes enfants devant moi. Et là, je me souviens, ce témoignage qui a été fait par Georges Haddad, aussi un autre chrétien palestinien, qui a vu son frère torturé devant lui et devant ses parents. Tout cela, un garçon de 14 ans, bon, il a fait quand même, il a peut-être provoqué les policiers israéliens parce que, vous savez, la croix, si vous montrez aux Juifs, donc c'est une provocation, et pour eux, c'est le symbole du diable, etc. Donc, il les a montré une grande croix, et puis il l'a forcé devant eux. Ils ont trouvé ça comme une provocation, et ils ont torturé cet enfant à mort en le brûlant vivant devant ses parents. Et donc, si vous voulez, ces actes se multiplient un jour après l'autre, un jour après l'autre, et puis la presse occidentale n'en parle pas du tout, et surtout, c'est que ce que reprochent en fait les chrétiens palestiniens avec qui je parle très souvent et qui me demandent de faire quelque chose. Je dis, mais attendez, moi, la seule chose que je peux faire, c'est je peux prier pour vous et puis voir éventuellement en Russie. Mais en France, malheureusement, les gens n'ont plus une sensibilité chrétienne. Et donc, c'est l'ensemble de ces actes, de ces exactions, en l'absence d'une aide extérieure, qui a conduit à cet acte-là. Donc, bon, comme Maxime l'a très bien démontré, c'est que les Occidentaux, les médias occidentaux qui manipulent l'opinion publique à parler d'une attaque. Est-ce que c'est une attaque ou c'est une réponse à ces différentes attaques, premièrement. Deuxièmement, le contexte n'est pas très clair, comme a très bien mentionné aussi tout à l'heure Maxime, en disant il y a des zones très floues autour de cette opération. Est-ce que ces personnes ont été attaquées directement par les Palestiniens qui ont été, on les a laissés sortir quand même, et puis comme Maxime a très bien démontré, 9 heures pour intervenir. Deuxièmement, est-ce qu'ils se sont attaqués à cette fête ou en prenant la fuite, parce que comme ils se sont attaqués à la caserne militaire qui se trouvait à côté de l'endroit où il y avait la fête, où ils ont pris des otages, certes des femmes, mais c'était des femmes militaires au sein de cette caserne. Et quand il y a eu cet hélicoptère qui est venu, ils ont pris la fuite, ils sont partis dans cet endroit où il y a eu la fête, et l'hélicoptère a tiré aussi bien sur les Palestiniens, mais également que sur les gens qui étaient présents lors de cette soirée, comme d'ailleurs l'a reconnu le journal Haaretz. Donc, ce n'est pas une information que je donne, je prends l'information qui a été donnée par un journal israélien à propos de cette opération, qui était complètement d'ailleurs aussi curieuse, parce que ni l'Iran, ni le Hezbollah d'ailleurs, qui avait quand même une certaine relation avec le Hamas en Israël, n'était pas au courant. Le commandement politique du Hamas n'est pas au courant, et se sont même fait engueuler entre eux. Mais on leur dit, mais quand même, vous faites une telle opération, vous ne dites pas. Et alors, il y a des questions qui se posent même en Israël, à savoir si ce n'est pas une opération qui a été faite aussi avec l'aide du Mossad pour donner un casus belli à l'armée israélienne. Ce sont des points d'interrogation. Alors, en France, en Europe et en Occident, plutôt en Europe occidentale, et je ne parle pas de l'Europe orientale parce qu'ils sont très compréhensibles, notamment en Russie et dans tous les pays de l'Europe de l'Est, mais on a jugé avant même qu'une enquête soit en cours. En même temps, il n'y a aucune réaction quant au génocide, l'extermination de la population palestinienne de la part donc d'Israël, qui quand même a été reconnue par la Cour internationale de justice, qui s'est prononcée en demandant des mesures provisoires sur le fondement de l'article 2 de la Convention
de la définition et de la répression du génocide. Et donc, tout cela me laisse perplexe. Et donc, je vois que cette réaction a été excessive, elle a été travaillée par les médias qui manipulent l'opinion publique. Quand vous regardez LCI, qui est devenu LCU, je dirais la télévision ukrainienne, qui ne fait que défendre une partie contre l'autre, alors que la France est un pays légaliste, un pays où les gens sont très cultivés, où ils doivent être à équidistance de tout le monde. C'est ce que vous avez dit, Alexandre, en début d'émission. Il ne faut pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, mais il faut regarder la vérité en face. Donc, nous sommes allés très loin. Et puis surtout, comme vous avez souligné, M. Zemmour est là pour faire le même travail que Zelensky. Et c'est une coïncidence qu'ils ont tous les deux le nom de famille qui commence d'ailleurs par la lettre Z. Et qui ont pour objectif d'entraîner ou de créer une nouvelle, je dirais, une nouvelle génération de droite, soi-disant nationale, qui ne travaille pas dans l'intérêt de la France, mais dans l'intérêt d'une partie extérieure. Je reprends là-dessus, en fait, les idées de Charles Maurras relatives aux 4 États confédérés, donc plutôt plus en faveur du sionisme, en faveur de la France. Or, ce qu'il faut faire, toujours en politique internationale, il faut trouver l'intérêt principal de la France et rien que l'intérêt de la France. Aujourd'hui, si notre intérêt est réellement avec les Israéliens, pourquoi pas ne pas défendre les Palestiniens, les Israéliens, pardon. Mais si notre intérêt est également de défendre les chrétiens d'Orient, comme nous l'avons toujours dit, il faut également le faire. Mais la question qui se pose, est-ce qu'Israël est capable aujourd'hui d'acheter à la France une boîte de cartouches militaires? Pour moi, non, parce que toutes les armes des Israéliens, ils les achètent des États-Unis, qui sont leurs principaux alliés, et les cartouches qui peuvent être vendues par la France ne serviront même pas pour alimenter leurs fusils, parce que leurs fusils sont fabriqués aux États-Unis. Et comme vous le savez, aux États-Unis, ils vous vendent quelque chose, et puis vous ne pouvez pas obtenir de rechange que en revenant au fabricant initial qui sont les États-Unis. Donc voilà, j'ai essayé quand même de résumer, je pourrais être beaucoup plus long, cette déception de la part des chrétiens d'Orient, de la part des Palestiniens, de la position en fait de la France et puis de ces néo-nationalistes français. On ne peut pas généraliser l'ensemble, mais il y a une partie qui a été formatée par toute une publicité, par un personnage qui est apparu, qui a été créé comme Zelensky à la télévision, sur CNews et ailleurs, en utilisant un discours démagogique et une propagande pour attirer une population et pour l'entraîner dans une guerre civile, un effritement, et sans parler de la vérité. Parce que s'il était réellement sincère, Éric Zemmour ou Éric Zemmour, il aurait pu soutenir un chrétien candidat catholique pour les élections présidentielles et travailler, si vraiment il est pour que la France retrouve ses racines, autrement dit chrétienne et catholique, soutenir un candidat véritablement chrétien, catholique et qui offre pour la France avec un groupe qui appartient à cela. Or, comme vous l'avez dit, il s'est dévoilé petit à petit, et nous l'avons vu après l'opération du 7 octobre, il est allé tout de suite vers sa communauté, et puis en particulier pas vers sa communauté, moi je dirais une partie de sa communauté qui n'est pas appréciée par l'ensemble même de la population israélienne. Voilà. Merci beaucoup, Elie, pour votre réponse très complète. Je vais poser une dernière question finale qui sera finalement adressée à vous deux. C'est que nous avons vu que les États-Unis, grand empire, première puissance mondiale incontestablement et plus grande influence internationale, probablement peut-être de tous les temps, faudrait voir. Mais en tout cas, peut-être que cette influence commence à perdre de son ampleur. Nous avons vu que les États-Unis refusent d'aider militairement Israël en cas d'attaque. Et par conséquent, c'est quand même assez étonnant, parce que l'Israël, c'est quand même là, comment je pourrais dire, c'est l'élève protégé des États-Unis. Je pense que c'est indiscutable. Et à partir du moment où tous les États-Unis ont envoyé toutes leurs armes à l'Ukraine, les États-Unis ne peuvent pas assurer la protection d'Israël. Donc est-ce qu'on est là peut-être vers une ère fin américaine où les Alliés vont commencer à se détourner des Américains parce que les Américains ne sont plus assez puissants pour protéger ces fameux partenaires, parce que alliés, c'est peut-être ses ennemis pris sous otage plutôt.
Donc peut-être là, c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous pensez effectivement que les anti-américains vont prendre le dessus car les États-Unis sont dans une grosse faiblesse? Je rappelle qu'ils sont incapables de défendre Taïwan si jamais Taïwan se fait attaquer par la Chine. C'est en tout cas ce qu'a dit un général américain. Et je vais répondre à cette question en premier. Bon, bah, de toute façon, simple, parce que si les États-Unis, ils sont de toute façon déjà confrontés déjà à un gros souci interne déjà, hein, une augmentation de la pauvreté qui est comme très importante aux États-Unis, une inflation galopante, même si elle est moins présente chez eux qu'en France notamment. Et aussi, c'est un pays ultra endetté, avec plus de 30 000 milliards de dettes hein, au niveau de la dette fédérale, tout du moins. Leur complexe militaro-industriel est aussi dans le déclin également. Hein, on le voit en Ukraine en ce moment, hein, que les armes américaines, justement, ne sont pas le game changer, comme certains peuvent nous le dire sur LCU et d'autres médias du système. Hein. Et aussi, l'industrie militaire américaine ne peut plus suivre les cadences, notamment par rapport à la guerre en Ukraine aujourd'hui, les quantités de munitions qui sont dépensées tous les jours par l'armée ukrainienne notamment. Donc déjà ça, ils n'arrivent déjà pas à suivre. Donc si demain un deuxième front s'ouvre au Moyen-Orient et notamment en Israël et puis même un troisième front à Taïwan, j'en parle même pas, ils ne pourront jamais faire face. Voilà. Et puis aujourd'hui, les Américains tente plus vers une politique isolationniste. Hein, on voit le succès de Trump, hein, Trump qui a remporté la primaire là, à plate couture, et puis qui est ultra populaire, hein, malgré qu'il fasse l'objet d'un procès politique en ce moment, hein, à New York en l'occurrence. Trump est très populaire, les Américains attendent son retour. Bon, j'espère qu'ils ne voleront pas l'élection une nouvelle fois. Et justement, moi, la question que je me posais, et ça, j'aimerais bien que Elie me réponde là-dessus, est-ce que justement, les Israéliens n'auraient pas tout intérêt à créer on va dire, un début de conflagration mondiale, c'est-à-dire à lancer un début de Troisième Guerre mondiale, justement, pour justement que les États-Unis se mettent en véritable économie de guerre avec l'Europe, et aussi ce qui permettrait aussi de reporter les élections, hein, parce que la Constitution américaine, je crois, permet justement de reporter les élections si le pays est en état de guerre. C'est le cas en France, en tout cas. Et donc, est-ce que ça ne serait pas aussi pour ça que les Israéliens ne chercheraient pas justement à faire monter la pression et justement qu'ils chercheraient aussi peut-être à riposter notamment à la réponse de l'Iran suite à l'attaque du consulat en Syrie, en tout du moins. Et puis aussi, est-ce que, pareil, certaines forces ne chercheraient pas aussi à faire dégénérer le conflit en Ukraine, notamment avec l'utilisation d'armes, peut-être pas d'armes nucléaires proprement dit, mais des armes nucléaires tactiques, notamment sur les populations russophones et toutes ces choses-là. Enfin, on sent très bien qu'en ce moment, ça peut quand même basculer d'un côté comme de l'autre, en tout cas. Enfin, en tout cas, ce que je peux remarquer, en tout cas, de mon côté, c'est que Blinken, lui, il fait tout pour qu'il y ait une désescalade. Mais après, on sait très bien qu'aujourd'hui, que Blinken, Biden, ça et tous ne sont que des marionnettes, et que ce ne sont pas eux les véritables dirigeants des États-Unis, et que derrière, il y a des gens moins connus et autrement plus puissants qui, eux, ont le vrai pouvoir de décision. Et justement, ces gens-là appréhendent le retour de Trump, parce qu'ils savent très bien que si Trump revient, euh, que la politique va radicalement changer. On l'avait déjà vu en 2016 suite à son arrivée à la Maison-Blanche. Donc, et puis que maintenant, la Russie n'aura pas peur d'y aller, la Chine aussi n'aura pas peur d'y aller. Donc c'est pour ça que les Américains, justement, soit ils vont être entraînés par Israël, soit en interne, plus en profondeur, ils seront entraînés de cette façon-là aussi, ou soit justement on est en train d'assister purement et simplement à la fin et à la perte de l'hégémonie américaine, en tout cas sur le monde en globalité, et puis peut-être sur le monde occidental en second temps. Quoi. Et puis aussi, il y a une dimension aussi à prendre en compte, c'est que de plus en plus de pays se dédollarisent au niveau des échanges mondiaux, en tout cas au niveau des échanges de commerce mondiaux. De moins en moins de pays utilisent le dollar, notamment la Chine, la Russie, quand ils le peuvent, tout du moins. Et notamment, c'est pour ça qu'on assiste à un élargissement des BRICS, avec notamment une monnaie des BRICS qui va être créée ou qui est en cours de création, il me semble. Et donc, justement, aussi,
pourquoi aussi les Américains, notamment Blinken, met aussi tire le frein à main envers les Israéliens, c'est que si demain on a une conflagration mondiale, enfin, en tout cas assez importante au niveau du Moyen-Orient, qui aurait une dimension mondiale après, c'est que on aurait quand même le détroit d'Ormuz qui se retrouverait bloqué. Et le détroit d'Ormuz, c'est quand même là où passe 50% du trafic de marchandises et de pétrole au monde. Donc, ce qui fait qu'on aurait une augmentation du baril peut-être x2, peut-être x3. Donc, ce qui fait que les économies occidentales seraient tout simplement arrêtées, quoi, hein, avec les prix des hydrocarbures qui deviendraient très, très chers. Voilà. Donc, si Élie pouvait me répondre notamment sur les questions que je viens d'aborder. Tout à fait, tout à fait. Merci Maxime. Donc, je ne peux qu'être d'accord avec ton raisonnement parce que je trouve qu'il y est le mien. Alors, et là, je me permets peut-être d'ajouter un élément assez intéressant quand vous avez dit, vous avez parlé quand même que le président aux États-Unis ne détient pas véritablement, ou le gouvernement, ou ceux qui apparaissent en fait officiellement, ne détiennent pas réellement le pouvoir. Et là, j'ai eu quand même une pensée au regretté Boutros Boutros-Ghali, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, ou je dirais le dernier véritable secrétaire général, parce que, comme vous le savez, il avait un bras de fer entre lui et les États-Unis, et il sortait toujours cette boutade, il voulait de moi un secrétaire, et je me suis transformé en général. C'est pour ça qu'on m'a mis à la fin à la porte. Et il m'a sorti une fois, il m'a dit que le président des États-Unis, c'est par expérience, parce qu'il les a côtoyés de près, les Nations Unies étant à New York, à 2 pas donc de Washington, et une interférence de la part de Washington sur New York, et puis des relations toujours entre lui à l'époque Bill Clinton. Bon, il m'a dit, c'est que le président découvre son discours de temps en temps en montant dans l'ascenseur, parce que quand même, il a pas mal de choses, il n'a pas le temps de préparer son discours. Et il m'a donné un autre exemple, il m'a dit, il faut voir la tête du président du candidat aux élections présidentielles aux États-Unis, qui sont tous souriants, et vous regardez leurs photos quand ils entrent dans le bureau ovale, et là, vous voyez leur tête triste, parce que en réalité, ils n'ont pas ce pouvoir qui est donc considérée comme étant d'une manière constitutionnelle ou politique comme étant celle du président des États-Unis. Vous avez les différents lobbies, vous avez aussi le Pentagone, vous avez donc l'armée, vous avez les différents services secrets, et notamment la CIA la plus importante, donc cette agence, qui joue un rôle aussi primordial dans le pouvoir. Donc, pour répondre maintenant à la puissance américaine, vous avez quand même touché un point qui est très important, c'est que nous arrivons à la fin d'un monde unipolaire. Un monde unipolaire qui s'est érigé depuis 1990, c'est-à-dire depuis la chute de l'Union soviétique, et puis surtout à la fin de la guerre de l'ex-Yougoslavie, la convention, les accords de Dayton, qui ont permis aux États-Unis de s'ériger en gendarme du monde avec une hégémonie aussi bien commerciale, financière avec le dollar, comme vous l'avez très bien souligné, politique avec les différentes interventions militaires et d'autres dans les pays donc, de la planète avec de faux, de vrais prétextes. Nous avons vu l'attentat du 11 septembre qui nous aura permis d'intervenir en Afghanistan et profiter de cette région quand même stratégique de l'Asie centrale, mais également nous avons vu aussi le faux prétexte d'armes de destruction massive et la petite fiole que tenait Colin Powell aux Nations Unies pour justifier l'invasion de l'Irak par les États-Unis qui avait pour objectif de déstabiliser le Moyen-Orient, et j'en passe. Or, aujourd'hui, moi, nous sommes tous contre la guerre. Moi, j'ai regretté ce qui se passe en Ukraine, mais si vous voulez, donc la Russie était obligée d'intervenir pour sauver les populations russophones de génocide, de massacre dont il faisait l'objet, et puis surtout pour protéger sa frontière quand elle voyait que l'OTAN allait s'installer à sa frontière. Donc, c'est tout à fait légitime parce que si, par analogie, nous reprenons le discours du président Macron qui a dit il y a un mois de ça, en mi-février, il a dit nous ne devons pas laisser la Russie gagner parce que si la Russie va gagner en Ukraine, c'est à 2500 kilomètres de la France, donc ça menacerait nos frontières. Et comment voulez-vous
en prenant ce principe de cette crainte que la Russie s'installe en Ukraine et que ça, elle se rapproche de la frontière de la France, et la France va engager des militaires pour aller combattre en Ukraine sous ce prétexte, et ne pas l'admettre, en fait, ce motif à la Russie qui voyait quand même l'OTAN arriver à sa propre frontière et menacer sa sécurité, surtout que la population russophone se faisait massacrer. Donc, cette guerre, en fait, en Ukraine a permis de changer la donne internationale. C'est que cette société unipolaire dominée par les États-Unis c'est a progressivement donné naissance, ou a permis une nouvelle société parallèle, c'est-à-dire un monde multipolaire avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, le Pakistan, avec l'Iran, avec les pays du Moyen-Orient qui étaient totalement, les pays du Golfe en particulier, qui étaient totalement inféodés aux États-Unis. Ils ont rompu cette tradition depuis l'arrivée de Biden au pouvoir. Bon, il y a eu des différends avec l'Arabie Saoudite et les États-Unis, mais également avec les Émirats, les autres pays également, des pays du Golfe qui ont suivi, et donc un froid avec les Américains, et ce qui a permis donc d'avoir dans cette société multipolaire également le Moyen-Orient, toute l'Asie, tous les pays d'Amérique latine, tous les pays d'Afrique, la plupart des pays de l'Europe de l'Est, et une partie donc aussi des pays de l'Union européenne, tels que par exemple la Hongrie, mais également vous avez la Grèce qui est quand même un pays orthodoxe et qui au fond ils sont en train donc ils se sentent beaucoup plus attachés à Moscou, qui est devenue la capitale de l'orthodoxie politique après la chute de Constantinople. Donc, il y a toujours ce sentiment donc rattachement de la Grèce à la Russie, qui est considérée comme la mère patrie de l'orthodoxie politique. Donc, il y a un monde multipolaire qui est en train d'émerger, et comme l'a très bien souligné notre ami Maxime, quand il a parlé quand même que le dollar n'a plus la même valeur qu'il avait autrement, et que une grande partie des transactions internationales se passent dans des devises nationales, que ce soit en Chine, en Russie, mais également, et c'est là qui est un élément qui est très important, les pétrodollars. Les pétrodollars, malheureusement, pas malheureusement, il faut rester objectif, les échanges entre l'Arabie Saoudite, par exemple, et la Chine ne se font plus en dollars pour tout ce qui est pétrolier. Également, ils se font en yuan, donc la monnaie nationale chinoise, et en devise également saoudienne, en rial saoudien. Et de même avec les Émirats, avec les autres pays également du Golfe. Et donc, c'est une atteinte, si vous voulez, à l'importance du dollar. Donc, ces échanges sont en train de se faire dans une autre monnaie. Et comme l'a très bien souligné, je suis tout à fait d'accord avec Maxime, aujourd'hui, les BRICS, et je ne vous le cache pas, je suis personnellement impliqué parce que je travaille beaucoup avec Monsieur Sergei Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères de Russie. D'ailleurs, nous allons changer le MIR en donnant un autre nom, c'est le mouvement, c'est-à-dire le MIR, c'est le mouvement international des russophiles, en le transformant en le mouvement politique, ou l'aile politique, si vous voulez, des BRICS. Et les BRICS sont en train aujourd'hui de travailler, nous allons bientôt le sortir, je pense d'ici le mois d'octobre, un système également d'échange avant de créer une monnaie unique qui sera celle des BRICS, parce que là, il y a un très grand débat. Beaucoup des pays de BRICS ne veulent pas une monnaie unique pour ne pas porter atteinte à leur devise nationale. Les devises, c'est-à-dire euh, l'argent, si vous voulez, et pas en tant que devise du pays, mais c'est parce que, si vous voulez, l'argent, la devise nationale, ça fait partie quand même de la souveraineté d'un pays. On le voit en France depuis qu'on a adopté l'euro. En fait, ça a porté atteinte à l'un des éléments assez importants de notre souveraineté monétaire nationale, qui était le franc. Donc, il y a beaucoup de pays qui sont réticents, mais en revanche, ils veulent créer un système d'échange comme un SWIFT, mais qui est celui des BRICS,
qui deviennent de plus en plus importants. Et là aussi, il va y avoir quelque chose qui va surprendre tout le monde, c'est-à-dire la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Iran, tous ces taxes qui appartiennent donc aux BRICS seront capables, avec une majorité bien entendu, de décider des contre-sanctions. Aujourd'hui, dans ce cas-là, il n'y aura plus. Aujourd'hui, les États-Unis sont en train de distribuer des sanctions à tout État, à toute entité qui lui est rivale ou qu'elle considère comme étant son adversaire. Il va y avoir des contre-mesures de sanctions, des contre-sanctions à l'encontre des États-Unis et des pays alliés des États-Unis qui participent à la distribution de ces sanctions. Donc, effectivement, il y a un recul. Déjà, nous le voyons de la part donc, des États-Unis comme puissance politique. On voit également un recul d'un point de vue économique et financier qui conclut à une faiblesse et un recul de cette place prépondérante que Washington a joué depuis 1990 jusqu'en février 2022 où nous avons vu émerger ce nouvel axe. Et puis il y a certains auteurs tels que également Alexandre Douguin qui parlent plutôt d'un nouvel axe Orient-Occident, autrement dit la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, tout cela, si vous voulez, c'est l'axe oriental. Et puis l'axe occidental sont les États-Unis et les pays anglo-saxons. Et puis, bien entendu, il y a certains pays qui, même s'ils sont catholiques, suivent le temps, mais un jour ou l'autre, nous espérons que ces pays prennent des positions équidistantes et rejoignent le monde libre. Pourquoi je parle de monde libre? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons en Occident une sorte de situation de dictature sans dictateur apparent, alors que dans les pays de l'Est, ou les pays communistes, ou la Russie, qui était l'Union soviétique, qui était quand même des pays sous totalitarisme, vous voyez, il y a une liberté totale par rapport à l'Occident, où on peut parler beaucoup plus librement. Je remarque cela, là, je mâche mes mots, je fais très attention à ce que je dis dans votre émission, ce qui n'est pas le cas en Russie où vous pouvez parler et discuter d'une manière beaucoup plus libre qu'en France et en Occident. Vous pouvez parler dans les restaurants librement. Là, ici en France, j'ai des amis, un ami qui a fait une garde à vue alors qu'il a 75 ans, il a la maladie du Parkinson parce qu'il discutait dans un restaurant, ce qui n'a pas plu à la table des gens qui étaient à côté, qui ont appelé la police et qui a été quand même en garde à vue pendant 24 heures. La même histoire, c'était avant-hier en France, mais à Paris, quelqu'un qui a été interpellé à Roissy, auteur d'un livre. Il a fait également une garde à vue pendant 24 heures, on lui posait des questions, etc., sur son livre, les liens qu'il aurait à voir avec des terroristes, etc. Et puis à la fin, les policiers ont remarqué qu'il n'y a rien de particulier. Eh bien, ils ont classé l'affaire sans suite, mais ceci dit, c'est que quand même, ça manque de liberté d'expression. Donc, l'ancien monde libre, pour moi, devient un monde totalitaire où tout le monde a peur de parler. Quand vous avez une discussion, on cache les téléphones portables pour qu'on ne soit pas écouté. Dans les endroits publics, il faut faire toujours attention. Nos transactions financières et monétaires sont scrutées. Toutes les discussions que vous avez sur Internet, sur Facebook, etc., sont également tout à fait contrôlées. Donc, on perd sa liberté, la liberté d'expression, même la liberté de penser. Moi, je pense notamment à l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui est un ami, Roland Dumas, que lui donne encore longue vie, il a 101 ans, et où il s'exprimait sur une chaîne de télévision. Le journaliste qui lui a posé la question à laquelle il a répondu a été appelé par sa direction pour s'expliquer et pourquoi ces différentes questions. Il a dit parce que je voulais voir le fond de sa pensée. Donc, autrement dit, c'est la police, non pas simplement de l'expression, mais également de la pensée. Donc, cet ancien monde libre est devenu un monde sous totalitaire, sous dictature, sans dictateur apparent. L'ancien monde totalitaire est devenu un monde libre. C'est un monde qui veut préserver l'identité, la souveraineté, les spécificités nationales des pays. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Russie est intervenue en Syrie pour préserver les institutions, préserver la souveraineté syrienne. Et c'est pour ça également qu'il y a cette émergence, si vous voulez, dans tous ces pays
libre, ce nouveau en fait monde libre, qui sont en vue de la préservation des différentes cultures et des spécificités contre le mondialisme qui veut une société avec des normes qui sont unanimes pour l'ensemble des pays de la planète, ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, un nouvel ordre mondial qui est contrôlé par un gouvernement mondial et qui ne fait plus de différence entre un Chinois, un Américain, un Français ou un Africain. Merci beaucoup, Eliatem. Vous avez parfaitement répondu à ma question sur effectivement la fin potentielle du monde libre, comme vous l'appelez, de l'hégémonie des États-Unis. Je pense que nous avons beaucoup parlé ensemble ce soir sur le thème d'Israël, États-Unis, l'Occident, etc., et même, comment je pourrais dire, du monde oriental. Donc je vous suggère, si vous êtes bien d'accord évidemment, de passer aux questions d'actualité. J'en ai noté 4 pour être exact. Donc, comme actualité, je dois parler par exemple des 5 ans que Notre-Dame de Paris a brûlé et l'enquête pourtant elle est au point mort. Incendie accidentel, excusez-moi, ou complètement volontaire. L'enquête aurait dû nous aider à avoir plus d'éléments sur cette question finalement et l'enquête est au point mort. Comment est-ce que voilà, quelle est votre réaction par rapport à ça? Est-ce que vous espérez effectivement que l'enquête commence à avancer? Il serait pas dommage. Alors, par expérience professionnelle, je sais que les enquêtes pénales sont très longues. Si vraiment la police aussi fait son travail, ça met du temps pour arriver au véritable résultat, pour savoir si c'est commandité, s'il y a une origine criminelle ou c'était un pur accident. Et cela mettra du temps pour arriver à la conclusion et je pense que c'est normal si le travail est sérieux. Et cela me permet de rebondir sur d'autres affaires en ce qui concerne les opérations terroristes qui ont eu lieu en France, où sans enquête, on a tout de suite déterminé ou laissé déterminer les commanditaires qui sont même pas les commanditaires, je dirais ceux qui ont les exécutants donc de ces opérations. Il suffisait donc d'avoir les noms pour pouvoir juger illico immédiatement sans avoir une enquête ou en travaillant, si vous voulez, pour empêcher une véritable enquête de savoir qui sont les véritables commanditaires, contrairement à la Russie où les choses sont beaucoup plus sérieuses. Vous savez, l'attentat du Crocus là, à côté de Moscou n'a fait que commencer et les Russes travaillent pour savoir qui sont les véritables commanditaires. Parallèlement, vous vous souvenez, en 2013, quand il y a eu l'attentat à Toulouse, etc., avec Mera, je me souviens de déclarations de M. Proutot, donc, qui est le fondateur, qui a créé le GIGN, qui s'était complètement étonné de la manière dont le GIGN a travaillé et qui n'a pas procédé à mettre du gaz ou des produits pour endormir ce type qui était tout seul, alors qu'il y avait quand même un bon nombre donc d'agents du GIGN et vous pouvez le capturer vivant. Donc, est-ce qu'il y avait une volonté d'intervenir de cette manière et de le tuer pour que la vérité ne soit pas révélée aussi, c'est une question. Une autre question, la même chose sur Notre-Dame de Paris, est-ce qu'il y a une volonté de cacher quand même, je dirais, une cause criminelle qui a entraîné cet incendie? Ça, c'est aussi un point d'interrogation. Alors maintenant, sur le travail des enquêteurs, il faut voir le travail qui est fait et puis il faut voir également sur la nature de ce dossier. Il faut vraiment être dans le dossier pour voir si l'enquête est vraiment sérieuse ou elle ne l'est pas. C'est un peu difficile de juger sans avoir les éléments du dossier. Et là, c'est encore une fois, c'est l'avocat qui parle. Et je vais réagir aussi sur Notre-Dame, Alex, si tu veux bien. Bon, donc Elie a réagi sur le volet judiciaire et sur le volet de l'enquête. Bon, moi, après, ce que je voudrais revenir aussi sur Notre-Dame, c'est que ça démontre, notamment avec l'avancement des travaux, où on en est, notamment sur la restauration de Notre-Dame, ça démontre encore une nouvelle fois qu'il y a encore un génie français qui est là, un génie français qui est bien présent, un savoir-faire aussi. Je sais que ça a suscité pas mal de vocations. Je sais que notamment l'entreprise, notamment qui avait été incriminée au départ de l'incendie, l'entreprise Lebras, qui est originaire de ma région, qui est originaire de Meurthe-et-Moselle, justement, fait du très très bon travail avec un concert aussi d'autres entreprises. Donc aussi, ça démontre qu'en France, on sait faire encore beaucoup de choses, des belles choses, justement.
et que justement, on a encore le temps, justement, et que rien n'est perdu. Voilà. Et donc, et la restauration de Notre-Dame donc, le démontre. Après, je vais quand même donner mon avis sur l'incendie et sur ce qui s'est passé justement il y a 5 ans. Pour moi, il ne fait aucun doute que c'est un incendie criminel. Et qu'il a fallu aussi apporter une très grosse charge calorifique justement pour permettre un incendie et une propagation aussi rapide. Hein, j'ai moi-même fait l'essai, notamment sur des poutres en chêne qui avaient plus de 70 ans chez moi avec un chalumeau, donc chalumeau pour des soudeurs et pour les plombiers chauffagistes, et la poutre n'a jamais pris feu, quoi. Donc, ça démontre quand même que pour moi, il y a clairement une volonté de mettre un incendie, de causer un incendie pour justement causer la perte de ce symbole de la France. Hein. C'est vraiment c'est le monument, je crois, le monument historique le plus visité en France et je crois le même au monde, bien avant la Tour Eiffel et même le château de Versailles. Donc voilà, je pense qu'il y avait une volonté, et puis la réaction aussi de certains hommes politiques le soir de l'incendie aussi qui en dit, quoi. Même si là, je suis plutôt dans la présomption de culpabilité, certes. Effectivement, voyons voir comment l'enquête va avancer et j'espère qu'elle finira par aboutir, cette enquête. Prochaine actualité, alors effectivement Philippe qui a été massacré, qui a été tué à coups de hachette et d'armes. Je crois que d'ailleurs Alice Cordier a reçu une photo du Baptiste qui a été massacré par des racailles. Pour la mise en contexte quand même, je me dois de vous le dire en tant que comment je pourrais dire, animateur honnête, animateur authentique qui dit toujours ce qu'il pense. De ce que j'ai vu à l'état de l'enquête, faut attendre que l'enquête avance bien évidemment, mais de ce que j'ai vu, tout ça, ça a commencé par une forme de tromperie, d'usurpation d'une femme sur un site de rencontre qui s'appelle coco.gg. Si coco.gg est le successeur de coco.fr, mes connaissances dans le domaine informatique doivent quand même vous dire que coco.fr c'était quand même un site de rencontre qui était réputé pour attirer des prédateurs pédophiles. Je dois le dire par honnêteté, voilà. Donc il y a quand même un contexte assez intéressant à creuser et on verra où les enquêteurs seront. En tout cas, ça n'enlève rien au fait qu'il y a encore eu un massacre en France, une situation d'insécurité de plus en plus omniprésent, avec Darmanin et son plan XXL qui finalement ne n'aboutit pas. Enfin, j'ai pas l'impression que la sécurité s'améliore. En tout cas, dans ma région, ça ne s'améliore pas. Et voilà, je rappelle qu'il y a quand même entre 120 et 100 attaques au couteau par jour. Oui, c'est ça. Non, oui, c'est ça, 150 attaques par jour au couteau. Donc c'est quand même assez inquiétant. Ah, j'ai cru que vous alliez parler, Maxime, autant pour moi. Oui, je te disais, Alexandre, que c'est tout à fait ça. Je crois que c'est 120 ou 140 attaques au couteau par jour, hein, d'après les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Ce qui est gigantesque. L'actualité suivante, le Parti de la France a sorti de nouvelles affiches, j'espère que vous les avez vues, on les a mises en circulation le 16 avril, donc ce sont de très belles affiches où on soutient fièrement Marion Maréchal, et aussi également des affiches un peu plus axées sur la dimension ethnique et raciale, puisque nous disons que nous voulons donner un avenir aux enfants blancs. Le terme blanc, c'est un terme qui a été, j'ai envie de dire, disparu de la sphère politique principale. On n'ose plus employer ce terme alors qu'il est pourtant très important. Ça fait partie de notre identité, ça fait partie également de notre culture. Et si nous voulons nous défendre, si nous voulons, excusez-moi, protéger notre identité, il est quand même important de nommer les choses correctement. Donc voilà, le Parti de la France, comme ça à son habitude, est toujours authentique et ne se galvaude absolument jamais. Et enfin, deux nouvelles encore actualités. Alors une qui m'a un petit peu étonné, la taxe sur les livres d'occasion. D'où est-ce que ça sort? Pourquoi est-ce qu'on essaie de tuer le marché de l'occasion du livre? Je ne sais pas. On est dans un pays qui a quand même de moins en moins de lecteurs. Là, j'avoue, je ne comprends pas pourquoi il faut taxer les livres d'occasion. Peut-être que quelque chose m'a échappé. Je n'ai pas compris les recherches que j'ai faites. Donc je ne sais pas si quelqu'un de vous deux a une explication sur pourquoi taxer les livres d'occasion. Pour moi, ça n'a aucun sens, hein, clairement. Moi, c'est simple. La raison pour laquelle le gouvernement et notamment Bercy cible les livres d'occasion, c'est que tout simplement qu'aujourd'hui, vu les navets qui sortent au niveau des rayons de littérature, je comprends que
que les gens, justement, les gens qui lisent beaucoup, aient le souhait de relire des livres anciens ou qui sont sortis par le passé. Et justement, moi, je suis comme allé vérifier, et c'est vrai que le marché du livre d'occasion est en plein boom en ce moment, et notamment, on parle de plus de 60% de transactions qui se font via des plateformes sur Le Bon Coin, sur Vinted aussi. Hein. Vinted ne vend pas que des vêtements d'occasion, vend aussi des livres. Donc, toutes ces plateformes-là, parce que ça se fait aussi essentiellement par Internet. Donc, le gouvernement se dit, du fait que ça se fait par Internet, bah, que c'est traçable. Donc effectivement, aujourd'hui, tout est une raison pour ce gouvernement qui cherche de l'argent, hein, tout simplement. Hein. Comme Attal qui a annoncé récemment qu'ils allaient taxer les rentes. Bon, les rentes, ça veut dire tout et n'importe quoi. Hein. Mais on sent vraiment un désir justement de taxer au plus fort les Français. Et puis c'est vrai que de toute façon, les gens qui lisent beaucoup aussi, ce sont les gens cultivés. Et ça, aujourd'hui, l'État français n'aime pas les gens cultivés. Aujourd'hui, on le voit, Tout la à politique fait. au niveau de l'éducation nationale, c'est une Bravo. fabrique d'abrutis, tout simplement. Il faut fabriquer des consommateurs, des gens qui consomment des produits, même des produits très bas de gamme qu'on vend à prix d'or, et puis aussi qui écoutent le maître Macronescu, le maître Attal, tous les gens qui sont installés par le système. C'est pas plus compliqué que ça. Donc forcément, les gens qui lisent sont très mal perçus par ce système, et ça c'est pas nouveau, on le sait très bien. Oui. Absolument. Ah, allez-y, Ellie. Non, non, c'est simplement pour dire qu'il y a une déstructuration, une défrancisation de la France. Et comme a dit Maxime, il y a tout un effort qui est fait, qui est pour créer, si vous voulez, pour provoquer cette défrancisation. Quand je vois, ben, comme a très bien souligné Maxime, en fait, les gens se ruent en fait sur les classiques, etc. Ce qu'on trouve dans ces livres d'occasion, c'est il faut une réaction de la part du ministère de la Culture. Mais malheureusement, on fait tout pour porter atteinte à cette culture française. Aujourd'hui, vous entendez les gens en train de parler. Moi, je n'arrive pas à comprendre. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me répondre en français? Quand je suis à Paris, je n'arrive pas à comprendre parce qu'il y a des expressions qui ne sont pas du tout françaises qui sont utilisées. Moi, quand je lis des textes, je suis désolé, même des jugements des tribunaux où je suis obligé de faire des recours en interprétation, c'est-à-dire pour expliquer le sens de la phrase qui a été rédigée par un magistrat qui ne sait plus écrire le français. Donc, il faut plutôt travailler pour aider, pour encourager cette culture, travailler en fond, si vous voulez, pour faire renaître en fait cette culture traditionnelle française. Absolument. D'ailleurs, c'est à quoi nous œuvrons au Parti de la France. Nous essayons de faire revivre cet amour pour la culture française. C'est pour ça qu'on fait des émissions, notamment avec souvent des. Par exemple, je pense à Jonathan Sturel, je pense à plein de gens comme ça, des personnes qui contribuent à la vie littéraire française et qui contribuent surtout à la santé de notre culture. Dernière actualité que j'avais, vous avez dû en entendre parler, c'était à Sydney, donc en Australie. Attention, ce n'est pas la capitale. Il y avait eu un fou, un meurtrier qui attaque au couteau une maman et son bébé. La mère, malheureusement, décède. Le bébé, je crois, est encore à l'hôpital, sauf s'il y a eu des nouvelles informations que j'ai pas encore eues. Et il y a eu deux personnes françaises qui ont sauvé, enfin, qui ont sauvé le bébé, effectivement, d'une part, et surtout qui se sont jetées sur l'assaillant. Et je crois même qu'ils ont eu la nationalité australienne comme guise de récompense quelque part. Donc il y a encore des actes héroïques face Oui. à des attaques. Ah, allez-y, Maxime. Eh ben, moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, bah, c'est malheureux pour la France, mais la plupart des bons Gaulois, ils ont quitté ce pays. Et les bons Gaulois en France, on a quand même beaucoup de mal maintenant à en trouver, hein, des bons Gaulois bien courageux qui oseraient justement à se, s'interposer à une attaque dans le métro à Paris. Hein. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, vous faites attaquer dans le métro à Paris, personne ne répondra, même pire. Les gens prendront leur téléphone et filmeront pour diffuser sur les réseaux sociaux, hein, comme ça s'est passé avec la photo de Philippe, là, qui s'est fait sauvagement assassiner à Grande-Synthe. Hein, donc,
On est vraiment dans une déconnexion totale avec une société en perte d'humanité, tout simplement. Hein. On n'a plus la notion de l'humain, de défendre les siens, de défendre ses proches aussi. Les gens sont devenus lâches, tout simplement, en France. Hein. Aussi, la société aussi entretient ce climat-là, bien entendu. Et il est vrai que moi, pour voyager, quand même, bon, pas mal. Et je me rends de plus en plus compte, comme j'ai eu l'occasion de croiser des Français à l'étranger qui ont quitté la France, notamment depuis un certain temps, bah, que justement, ils n'ont pas la même mentalité, qu'ils Tout n'ont à fait. pas le même courage aussi, que c'est des gens qui sont un peu comme nous, au parti de la France, quoi, voilà, mais des gens qui n'hésitent pas, parce qu'aussi, ils sont forcément plus sous la législation française, donc ça aussi, ça aide également. Hein. Aujourd'hui, en France, vous vous défendez contre un agresseur, vous avez le malheur de bien vous défendre et puis de terrasser votre agresseur, bah, il va les porter plainte et puis ça va se retourner contre vous, ouais, tout simplement. Donc, et vous deviendrez au lieu d'être l'agressé, vous deviendrez entre guillemets l'accusé, quoi, tout simplement. Quoi. Voilà. Donc, le souci aujourd'hui, c'est la société française qui entretient ça. Et puis moi, je ne suis pas étonné hein, de voir des Français, justement, notamment en Australie, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui se sont expatriés là-bas. En tout cas, dans mon entourage, j'en connais. Aux États-Unis, c'est pareil. Hein. Nous avons notre ami Arnaud aussi, hein, qui a quitté la France hein, pour les États-Unis. Et même lui aussi, quand on aborde ces questions-là, il le disait que la mentalité n'était pas du tout la même. Hein, et que même les Américains, justement, aujourd'hui, bon, certes, là-bas, dans son état de port d'armes, il y a toutes ces choses-là qu'il n'y a pas en France, malheureusement. Mais je ne suis pas étonné par cela. En tout cas, moi qui voyage beaucoup de par le monde, avec mon boulot, en tout cas, je ne suis pas étonné. Ouais, moi, si vous voulez, je peux même le certifier parce que vous savez, en Angleterre, quand on voit les Français, vraiment, ils font honneur à la France parce que vous voyez que ils sont, c'est vraiment, c'est les Français authentiques qui sont là, ils sauvegardent les valeurs traditionnelles de la France, la bravoure, le courage, et puis la culture. Et c'est là, vous savez, c'est là on se rend compte que quand on rentre en France, que c'est une autre mentalité, c'est une autre société. Et c'est pour ça que je dis que la France se défrancise et que les Français qui quittent la France parce que tout à fait mécontents de la société dans laquelle ils se trouvent, et c'est là où ils émergent plus librement et puis ils sauvegardent cette culture ancestrale française en défendant ces valeurs familiales, et puis cette réaction qui est quand même une réaction courageuse que je rencontre également ailleurs qu'en France de la part des Français, ce qui fait quand même, ce qui doit faire notre fierté nationale d'appartenir quand même à une nation millénaire qui est la nation française. Absolument, absolument. Écoutez, chers amis, alors je ne sais pas si vous le saviez, Elie, mais nous divisons en deux les FAQ, c'est-à-dire les auditeurs qui posent des questions, et l'émission principale. Là, nous avons terminé l'émission principale puisque nous avons fait la première partie et la partie actualité. Donc, je vais couper l'enregistrement et souhaiter à nos auditeurs sur YouTube d'écouter la FAQ qui sera diffusée lundi. Et je vous remercie, chers auditeurs de la première partie, de nous avoir écoutés jusque-là.